Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de notre podcast Le Bonheur c'est les autres avec Nathalie Ohana. Bonjour Nathalie. Bonjour Gérard. Nathalie, on se connaît un peu dans la vie, vous êtes une amie on va dire, mais vous êtes une écrivain. Alors vous préférez écrivain, écrivaine ? Comme vous voulez. Voilà, on va dire, moi j'aime bien écrivain, je trouve que même, on peut dire une écrivain. Vous avez plein d'activités. Alors, vous allez nous raconter ça un peu. Vous faites du théâtre, vous avez une entreprise, on va dire, dans le coaching, mais vous allez nous expliquer tout ça. Mais la particularité, c'est que vous êtes née en France, vous êtes française d'origine, mais vous vivez depuis une dizaine d'années en Israël. Et voilà, donc je vous ai présenté rapidement, mais dites-nous un petit peu quelles sont vos activités. Alors, effectivement, le fait d'être partie vivre en Israël a été un petit peu un révélateur pour moi. Je me suis réinventée, comme on dit. J'ai complètement changé de voie professionnelle. Et donc, j'ai monté un programme de coaching qui aide tous ceux qui le veulent à s'incarner par leur passion et à la monétiser, à en faire un métier dont ils peuvent vivre. Donc ça, c'est ma première activité. C'est le programme Avoir plusieurs vies, Chaim Rabim. Et puis, à côté de ça, à force, je me suis de plus en plus rapprochée de ce que j'aime. Donc, je me suis mise à écrire des blogs, puis mon livre l'année dernière. Et donc, aujourd'hui, je donne beaucoup d'ateliers d'écriture en Israël, en France, par Zoom. Et je suis revenue à ma passion du théâtre, mais un théâtre particulier que j'ai appris en Israël, que j'enseigne aujourd'hui, qui s'appelle le théâtre Playback, qui est un théâtre d'improvisation basé sur l'histoire de vie. Donc, il y a des vertus thérapeutiques et nous sommes encore dans le domaine des histoires. Vous êtes un témoin extraordinaire pour ce podcast qui s'appelle Le Bonheur c'est les autres. Juste précision, le livre dont vous avez parlé, qui est aux éditions Frison Roche, s'appelle Réveiller ma mère, où vous entretenez un dialogue, on peut dire ça, avec votre maman décédée. Et c'est bouleversant. J'invite les auditeurs à aller le lire, à aller l'acheter et à aller le lire. Si je vous demande comme ça, à brûle-pourpoint, c'est quoi pour vous le bonheur ? Quelle définition vous donnez au bonheur ? Waouh, on commence... le bonheur, c'est les autres, j'aime bien. Le bonheur, pour moi, je crois que c'est le fait de me sentir à ma place, c'est-à-dire de faire ce qui me fait plaisir, tout en sachant que ça fait plaisir aux autres et que ça les aide. Il y a toujours cette connexion entre le personnel et le collectif, et je le ressens d'autant plus fortement en ce moment en Israël que ce qui a du sens pour nous en ce moment, c'est de faire ce qui est dans notre zone de talent, ce qui nous fait briller, rayonner, mais qui profite au plus grand nombre, qui les aide, qui soulage la souffrance et qui apporte du bonheur aux autres. Donc je crois que c'est ça pour moi le bonheur. Si je vous demande quel souvenir heureux de votre enfance remonte spontanément à la surface, vous me répondriez quoi ? Je crois que c'est la balançoire du bois de Vincennes le samedi après-midi. Ah oui, c'est précis. Oui, avec mes parents. C'est un moment heureux parce que c'est vraiment l'enfance dans toute sa splendeur. C'est le mouvement de la balançoire, c'est mon père qui pousse, c'est ma mère qui nous regarde de loin. C'est un moment où il n'y a que de la sensation et il n'y a aucun mental. Et c'est rare en fait. Donc c'est ça. J'ai récemment participé à une séance comme ça où on m'a fait sentir des parfums pour se reconnecter justement à l'enfance. Et ce souvenir m'est revenu quand j'ai senti une note comme ça de vanille, de mandarine. Et donc c'est ça qui me revient. Est-ce que vous diriez que vous êtes nostalgique ou c'est pas vraiment le terme qui est le plus approprié ? J'ai une forme de mélancolie en moi, mais j'appelle ça une mélancolie heureuse. C'est-à-dire que c'est pas une mélancolie qui me rend triste, mais c'est une mélancolie qui me rend profonde, qui me permet de ne pas me satisfaire de la vie de tous les jours et qui m'oblige à aller chercher plus loin, et en l'occurrence dans l'écriture. Qui vous nourrit en tant qu'écrivain. Oui. Et puis c'est une mélancolie qui me permet aussi de me connecter à la mélancolie ou la tristesse des autres. Je crois que si on n'a pas ressenti ça, c'est très difficile de ne pas rester en surface dans les rencontres avec les autres. Pour vous connaître un peu et connaître votre programme Chaim Rabim, c'est exactement vous. Ça dit bien aussi ce qu'est le bonheur, c'est les autres. C'est-à-dire
Vous avez une forme d'altruisme qui vous définit parfaitement. Donc je suis très heureux de vous avoir pour ça dans ce podcast. Alors vous êtes une lectrice assidue, en plus d'être écrivain. Vous avez fait Hippocagne et Cagne, donc vous êtes une littéraire, on va dire. Donc si je vous demande c'est quoi le livre, et peut-être le film ou la pièce de théâtre, ou bien l'auteur que vous pouvez me citer qui vous a marqué de façon indélébile, et pourquoi ? Alors, il y a quelques années, je vous aurais dit Romain Gary. Et j'aurais eu du mal à vous dire pourquoi, et maintenant je le sais très bien, c'est le rapport qu'il a eu à sa mère en étant un enfant unique. Je vous aurais dit ça il y a quelques années par rapport à ma place dans la famille. Aujourd'hui, je vous dirais sans hésitation Christian Bobin, qui est un poète en prose, qui m'a marqué de façon... Qui est décédé il n'y a pas longtemps. Qui est décédé il y a 1 an, avec lequel j'ai eu la chance d'être en contact, qui a été le premier à lire mon manuscrit, à qui je l'avais envoyé, qui m'a encouragé à le publier, qui m'a ensuite donné des conseils, qui est mort à quelques jours de la parution de mon livre. Donc j'ai vu ça vraiment comme un signe, comme s'il m'avait accompagné au bout du chemin, puis était disparu après. Et pourquoi lui ? Parce que je pense que ce que je ressens dans la poésie, c'est quelque chose qui va au-delà des mots. C'est une écriture de la sensation, une écriture de l'âme. Et il y a une très très forte spiritualité qui émane de chacun de ses écrits. Je lis Christian Bobin, comme nous en hébreu on dirait qu'on lit un livre de Tehillim. Les Tehillim sont des livres qu'on lit pour se connecter à Dieu. Et moi, quand je lis Christian Bobin, j'ai l'impression de me connecter à moi et donc à ma petite étincelle divine. De quoi vous ne voudriez jamais vous priver dans la vie ? D'amour. Je ne pense pas que je puisse vivre sans amour. L'amour, pour moi, il a plusieurs visages, il a plusieurs formes, il est de nature différente. Je crois qu'on peut aimer beaucoup différemment. Je crois que chaque amour vient nous raconter une nouvelle histoire de nous. Je ne peux pas me priver d'aimer. Et je crois que pour moi, aimer est plus important que d'être aimé. C'est quelque chose que je ressens plus fortement. Et Balavoine, dans le texte. Voilà. Et puis, quand j'écris, j'ai besoin de sentir comme ça cet amour qui est très très fort, qui coule en moi, il y a aussi un amour de moi, hein. C'est-à-dire qu'il y a la joie d'être moi, la joie d'exister, la joie d'être au monde. Mais sans hésitation, c'est d'amour dont je ne pourrais pas me passer. Est-ce que vous doutez souvent dans l'existence ? Et si oui, est-ce que vous doutez plutôt de vous ou plutôt des autres ? Ah là là, c'est une très bonne question. Je crois que c'est la chose la plus difficile pour moi, qui est de trop douter. Je crois que le doute, s'il apporte quelque chose de beau qui est l'humilité, peut vraiment être quelque chose de néfaste. Le doute coûte très cher dans une vie. Le doute fait perdre beaucoup de temps. Et ce que j'apprends, le chemin qui est le mien en ce moment, c'est de ne plus dépendre ou alors de moins dépendre du regard des autres et de ne pas chercher à plaire. Et c'est très difficile, mais je crois que c'est la seule voie possible, surtout quand on est dans un domaine artistique et qu'on doit être libre dans l'écriture. Donc là, j'ai terminé l'écriture d'un deuxième livre qui est un roman et je me prépare au fait que ce livre ne plaise pas et je travaille sur mes doutes au quotidien. Vous aimez les mots, puisque vous écrivez, que vous avez fait avec Hippocagne et Cagne, et vous aimez la littérature. Si je vous demande quel est le mot que vous préférez dans la langue française ou celui qui vous pensez à l'instant même où je vous pose la question ? Je crois que c'est le mot merveille. J'aime ce mot parce que... En un mot ou en 2 mots ? Merveille ? En un seul mot, c'est vrai. J'aime ce mot parce que rien qu'en le disant, je sens le merveilleux. Parce que les plus beaux compliments qu'on ait pu me dire sur mon livre, c'était que c'était une merveille. Et parce que je suis très attachée dans ma manière de vivre à l'émerveillement. Je crois que s'émerveiller, c'est pour moi une manière d'être vivante. Et je crois que je ne serai plus bien dans ce monde le jour où je cesserai de m'émerveiller. Donc c'est ce mot-là.
Et donc il n'y a pas besoin d'être comme Alice, d'aller dans un pays spécial pour accéder aux merveilles. Non, en fait, la merveille, c'est l'œil qui se calibre pour la voir. Et d'ailleurs, là, je suis à Paris quelques jours. Ça faisait très longtemps que je n'étais pas venue. Et le premier jour où je suis arrivée à Paris, j'ai ressenti le fait que mon œil devait se réadapter au beau parisien qui ne ressemblait pas au beau d'Israël. Donc ce n'était pas une impression qu'il n'y avait pas de merveilleux ici, c'était une impression que le merveilleux n'avait pas exactement la même allure que le merveilleux israélien. Pour quel défaut de vos contemporains vous avez le plus d'indulgence ? Waouh. Je crois que c'est pour leurs élans du cœur. Le fait que parfois ils perdent la raison et ils n'écoutent que leur cœur. C'est très français, ce côté romanesque, romantique, mais c'est terriblement attachant pour moi. Et d'ailleurs, je suis moi-même en prise avec ce cœur que j'essaye de rendre, comme on dit en hébreu, un cœur sage. C'est-à-dire un cœur intelligent, un cœur qui s'écoute tout en étant préoccupé par le bien. Mais je suis très très attachée par mes contemporains qui ont laissé ce cœur prendre toute la place et les dominer. Le cœur a ses raisons que la raison ignore. Voilà. Alors on est dans une période, c'est pas à vous que je vais l'apprendre, une période particulièrement anxiogène, où il y a beaucoup particulièrement en France, de dépression. Particulièrement en France, et la France est un des pays les plus dépressifs du monde, où il y a la plus grande consommation d'anxiolytiques, etc. Beaucoup plus qu'en Israël, alors qu'Israël est un pays en guerre depuis toujours. Donc c'est difficile d'être optimiste parfois. Il y a des gens qui sont pessimistes, il y a des gens qui sont naturellement pessimistes, mais il y a des gens qui deviennent pessimistes par le contexte. Vous, qu'est-ce qui vous rend optimiste, et qu'est-ce qui vous rend optimiste surtout pour l'avenir ? Alors, je suis pas trop dans des définitions de pessimiste, optimiste. Je suis plutôt dans l'impression que d'abord le monde manque de poésie, il manque de douceur, il manque de lenteur. Moi-même, je lutte, c'est ma lutte quotidienne pour réenchanter le monde, pour faire que les choses se réhumanisent. Je me balade dans Paris, je vois des terrasses de café remplies, je vois l'opulence, des vitrines très chiadées et je vois des visages tristes. Je le sens, c'est d'un point de vue vibratoire. Je crois que le monde est en train de dériver et de perdre de vue ce qui le rend heureux. Alors, moi, ma manière à moi d'être bien, de cheminer, c'est le fait d'avoir trouvé mon refuge. Mon refuge à moi, c'est la poésie, c'est un écran que je mets entre moi et le monde. C'est comme si vous mettez des oreillettes avec une bonne musique dans vos oreilles et que vous marchez, vous n'allez pas voir la même chose. Parce que vous êtes dans une bulle, vous êtes protégé. Je crois que le défaut des sociétés occidentales aujourd'hui, c'est d'être trop connecté, trop dans les informations, trop dans les flux comme ça de ce qui est très terre à terre et que ça nous prend toute la place mentale et qu'il n'y a plus de place au silence, à l'ennui, à la lenteur et à la poésie. On conclut avec une question qui est: qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter tout simplement pour que vous soyez heureuse au cours des prochains mois ? D'être libre et moins assaillie par le doute. D'aller là où je dois aller, de le faire sans trop penser. Je pense que ça serait la chose la plus souhaitable pour moi. On vous le souhaite, Nathalie. Merci beaucoup, Gérard. À très bientôt. À bientôt. Et n'oubliez pas, le bonheur, c'est les autres. Tout à fait.